Bonjour à tous, je me présente, je suis Franck Tourret, enseignant de droit civil au sein de la prépa ISP. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons envisager des éléments de correction à propos du sujet de cas pratique tel qu'il a été proposé dans le cadre du concours de l'ENM en droit civil pour le premier concours. Alors, que peut-on dire sur ce cas pratique? Quelques remarques générales, ensuite nous allons envisager ce qu'il ne fallait pas faire sur ce sujet, puis nous verrons ce qu'il convenait de faire sur ce sujet-là. Remarques générales. Alors, au titre des remarques générales, tout d'abord, c'est une première. En effet, c'est une première de cas pratique en droit civil pour le premier concours. Si on s'attache aux annales des dernières années, depuis la réforme en tout cas du programme et des épreuves de l'ENM, c'est la première fois que les candidats sont soumis à un cas pratique en droit civil. Les années précédentes, c'était dissertation de civil, puis cas pratique de pénal. Cette année, ça a été dissertation de pénal et cas pratique de civil. On s'attendait de toute façon à bientôt avoir un cas pratique en civil. Que peut-on dire donc sur ce cas pratique de civil et pour donc cette première? Le cas pratique, incontestablement, était difficile. En effet, du retour que l'on a pu avoir de nos étudiants, ils ont pu nous dire qu'il était assez difficile, assez obscur dans ses faits, avec des imprécisions, on pourrait dire, et qu'ils ont eu de réelles difficultés, notamment à lire, mais une fois qu'ils avaient bien démêlé tous les aspects du cas pratique, la résolution était relativement aisée. Donc c'est le premier point, un cas pratique difficile, j'ai envie de dire même un peu paradoxal, car compliqué à la lecture, mais finalement il ne présentait pas tant de difficultés sur le fond d'un point de vue juridique. Ensuite, cas pratique également qui est extrêmement classique. Alors quand je dis classique, c'est-à-dire qu'il se situe complètement dans l'esprit des cas pratiques de ces dernières années pour le concours de la magistrature. En effet, le concepteur des sujets de cas pratiques des dernières années, qui était donc uniquement proposé au deuxième et troisième concours, assurément, c'est le même concepteur pour ce sujet, même s'il a été donné au premier concours. Et on se situe exactement dans les mêmes types de cas pratiques que les années précédentes, avec plusieurs cas pratiques, plusieurs difficultés distinctes, avec un niveau de difficulté que je trouve assez comparable à ce qui a été proposé les années précédentes pour les candidats du deuxième et troisième concours. Elle est peut-être un tout petit peu plus difficile pour le premier concours, mais pas énormément. Et surtout, on retrouve un peu le même esprit, je trouve, avec des questions qui portent sur de la jurisprudence essentiellement, des questions, on va dire, concrètes, comme ils le disent dans les rapports du membre du jury, de la vie quotidienne en la matière. Bref, des situations que l'on rencontre de manière, on va dire, assez classique, courante, comme le dit le rapport des membres du jury, dans le cadre des prétoires. Donc, qu'est-ce qu'il ne fallait maintenant pas faire sur ce sujet? Première chose qu'il ne fallait pas faire, à mon sens, c'était soit de passer trop de temps au brouillon, soit de commencer la résolution du cas pratique de manière trop rapide, de manière hâtive. En effet, passer trop de temps au brouillon ici aurait pour conséquence de ne pas vous laisser le temps suffisant pour rédiger. A l'inverse, commencer une résolution trop rapide, à mon sens, ce n'était pas une bonne idée parce que vous risquez de vous emmêler les pinceaux ici, clairement, dans tous les régimes juridiques qui avaient vocation à s'appliquer. Au contraire, ici, on l'avait beaucoup travaillé avec nos étudiants, il fallait trouver un équilibre en cas pratique entre un brouillon insuffisant et un brouillon trop complet. C'est tout le but des entraînements, justement. Donc ici, un brouillon efficace, c'est-à-dire en fonction des questions, soit on développe parce qu'on a les éléments de réponse, soit on développe les mineurs parce qu'on doit faire une discussion. Bref, ici, il fallait vraiment trouver un équilibre au niveau du brouillon. Ensuite, ce qu'il ne convenait de ne pas faire également dans le cadre de cette épreuve, c'est de ne pas lire attentivement l'énoncé. En effet, et on en est habitué maintenant depuis quelques années, les faits sont particulièrement complexes, les faits ne sont pas toujours rédigés de manière extrêmement bien bonne, non pas que c'est des qualités dont ne dispose pas le concepteur, mais c'est parce que c'est l'esprit de la pratique d'écrire de cette manière-là. Donc ici, on a des faits qui sont relativement compliqués et pas toujours, on va dire, en plus très clairs. Mais c'est le but du cas pratique ENM. Or, on a justement entraîné nos étudiants à lire le cas pratique, à procéder par exemple à une lecture extrêmement juridique. On procède à une lecture
très qualifiante. On prend chaque mot du cas pratique et on va le qualifier juridiquement, ce qui va nous donner les régimes juridiques applicables, et ensuite de procéder à une lecture très factuelle pour finalement reprendre les différents arguments des parties, comme ça existe dans les tribunaux. On a d'un côté la thèse du demandeur, de l'autre la thèse du défendeur. Ça va être de reconstituer ces différents aspects. Et c'est ça que l'on attend. En effet, qu'est-ce qu'il convenait de faire? C'est de lire juridiquement le cas pratique, ensuite de le lire d'un point de vue très factuel pour essayer de reconstituer un peu les thèses en présence, les arguments de chacune des parties, et ce qui va vous permettre, une lecture juridique notamment, de déterminer le cadre juridique qui parfois d'ailleurs dans ce cas pratique était donné. En effet, sur la première question, on vous disait clairement, bon, ici le cadre général, c'est la garantie d'éviction qu'il convient d'appliquer, même si on est sur le terrain de la procédure civile, vous avez le fond, ici, les arguments d'une des parties sur le terrain de la garantie d'éviction. Même chose pour le deuxième aspect, on vous donne le fondement juridique, à savoir la garantie des vices cachés, en réduction du prix, mais on vous parle ici clairement des obligations du vendeur sur le terrain de la garantie des vices cachés. Enfin, dernier, on vous donne une nouvelle fois, c'est le régime de la servitude contre le régime de la copropriété, des copropriétés dites horizontales en l'occurrence. Autre spécificité enfin dans le cas pratique, c'est que, et là on retrouve une nouvelle fois ce que l'on retrouvait les années précédentes, c'est qu'on vous donne souvent des indices, des éléments déjà de réponse pour vous guider dans la résolution. Vous verrez, je vous mettrai ça en évidence dans le cadre des différents aspects du cas pratique. Alors passons maintenant aux éléments de correction. J'insiste, il ne s'agit pas de vous donner une correction détaillée de ce cas pratique. En effet, nous le réservons à nos étudiants pour le séminaire de méthodologie. On va faire une correction détaillée. Je reprendrai par exemple toute la lecture du cas pratique, mais ici, il s'agit simplement de vous donner quelques éléments de correction en la matière. Alors, ici, tout d'abord, sur le cas pratique, on a trois cas pratiques distincts. Trois cas pratiques distincts. On a tout d'abord la question de la bande de terrain, ensuite on a la question de l'étanchéité du toit, et enfin on a une question qui est relative à une servitude. Commençons tout d'abord par la question qui est relative à la bande de terrain. Pour cette question liée à la bande de terrain, les faits étaient les suivants. On a d'un côté des vendeurs, les monsieur et madame P, qui décident de vendre leur pavillon, leur immeuble, qui est soumis au régime de la copropriété horizontale, à monsieur et madame A. Par la suite, donc la vente est conclue en 2015. Par la suite, le préfet de la Charente-Maritime adresse le 6 juillet 2016 aux acquéreurs une injonction d'avoir à libérer une bande de terrain. Aussi, les époux, les acquéreurs, monsieur et madame A, décident d'assigner les vendeurs sur le fondement, il en vous le dit, sur le fondement de la garantie d'éviction en nullité de la vente du 6 juillet 2015. Alors, plusieurs éléments ici sont à relever. Déjà, premier élément, on se situe sur le terrain de la garantie d'éviction et plus spécifiquement même de la garantie d'éviction du fait du tiers, du fait d'un tiers ici, à savoir en l'occurrence la préfecture de la Charente-Maritime. En ce qui concerne l'éviction des tiers, ça ne peut concerner ici que les troubles de droit qui vont menacer l'acheteur, soit d'une éviction totale ou partielle, dont la cause est antérieure à la vente. Ici, les conditions semblent a priori réunies en la matière. Néanmoins, au titre des sanctions, on a un élément assez étrange qui interpelle ici. On nous précise que sur le fondement des articles en nullité de la vente. Donc ici, on peut tout à fait envisager, premièrement, sur le terrain un petit peu de la procédure, qu'ils se sont trompés. Erreur de qualification, erreur de moyen de droit. Ce n'est pas ici une question de nullité de la vente, mais c'est plutôt une question ici qui est liée à une sorte de résolution, même pas une sorte, à une résolution de la vente, c'est-à-dire réduction du prix. Bon, ici, premier élément, visiblement, on n'avait pas vraiment de question, mais on y reviendra après. Et on a la réponse. Le tribunal judiciaire les a déboutés de leur demande au motif que l'éviction dont ils souffraient n'était pas suffisante pour justifier la nullité. Alors même si, j'ai envie de vous dire, l'éviction dont ils souffraient était suffisante, ça ne pourrait de toute façon pas engendrer la nullité puisque là ce n'est pas une sanction
dans le cadre de la formation du contrat de vente, mais ici il s'agit d'une sanction dans le cadre de l'exécution du contrat, et plus spécifiquement des obligations du vendeur. Il doit garantie de la chose, garantie d'éviction et garantie des vices cachés. Donc ici, de toute façon, on n'aurait pas pu envisager la nullité en tout état de cause. On continue. Il décide de faire appel de ce jugement, et là, vous voyez, tout de suite, on fixe le cadre. On est en procédure maintenant. On nous demande ici, en matière de procédure, sur le terrain de la procédure, de demander à la Cour, plutôt que la nullité de la vente, une indemnité correspondant à l'éviction partielle. Ce qui correspond donc ici, finalement, au régime juridique applicable en matière de garantie d'éviction. Ce qui leur permettrait de conserver le bien et d'y faire des travaux. Ils estiment à 80 000 € la perte de valeur de leur lot de copropriété du fait de la réduction du jardin. On a la valeur du bien, 300 000 €, 80 000 € pour une bande de terrain. Et là, il faut se situer en tant que magistrat. Est-ce que ça justifie, on ne vous demande pas évidemment de calculer le montant, mais est-ce qu'on se situe au regard des 80 000 €, est-ce que ça semble excessif en la matière? On nous pose la question. Il leur a indiqué que leur procédure n'était pas exempte de fragilité, que leur demande d'indemnité était très optimiste. Vous voyez qu'on a deux aspects. Une d'abord, que la procédure était exempte de fragilité, ça c'est la dimension procédurale, et ensuite, on nous précise que l'indemnité était très optimiste. C'est la dimension substantielle. Et ensuite, on va vous poser la question suivante. Il sollicite votre avis sur ces deux points. On avait la résolution. Deux aspects sont à envisager. D'une part, sur la question des demandes nouvelles en appel. Bon, ici, ce n'était pas difficile d'un point de vue de la procédure. Article 564 du Code de procédure civile. Les parties ne peuvent pas soumettre au juge de nouvelles prétentions à la Cour. Article 564. Néanmoins, vous irez lire les articles suivants, néanmoins, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Voilà, on vient de fixer le cadre général. Maintenant, on reste à déterminer ici plusieurs éléments. Et là, c'est de la pure qualification juridique. C'est est-ce que, ici, quand on vous précise d'en profiter pour demander à la Cour plutôt que la nullité une indemnité, c'est une question de qualification maintenant. D'abord, est-ce que c'est un moyen de droit ou est-ce qu'il s'agit d'une prétention? Alors, oui, la frontière entre les prétentions d'un côté, les demandes, la question posée au juge, et les moyens de droit, la qualification juridique des moyens de fait, est parfois extrêmement mince, mais il convenait ici de s'attacher à cette qualification moyen de droit ou alors prétention. Et en tout état de cause, d'envisager ici que même cette prétention, est-ce qu'elle se rattache à la prétention initiale, est-ce qu'elle en est l'accessoire? Tout est une question maintenant de démonstration au niveau des faits. Ensuite, deuxième question qui était posée ici et qui se situe cette fois sur le terrain substantiel, c'est le montant de la demande. D'abord, point de départ du raisonnement, c'est l'article 1637 du Code civil qui précise que si dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction. Alors attention ici, maintenant on exploite tous les faits, c'est une question maintenant d'appréciation et d'argumentation au regard des faits qui nous sont soumis. 300 000 € la valeur du bien, 80 000 € la demande, on voit que c'est une bande de terrain et on voit surtout, on a un élément ici qui permet peut-être de douter de l'estimation qui est faite, ce qui leur permettrait de conserver le bien et d'y faire des travaux. Ici, l'objectif n'est pas de réaliser des travaux, mais plutôt de compenser la perte de valeur du bien. Donc on peut discuter cet aspect-là. Deuxième cas pratique, maintenant, toujours dans le cadre de cette vente, c'est monsieur et madame A qui ont une autre difficulté. En effet, à la suite de fortes pluies, c'est l'étanchéité qui visiblement pose des difficultés et une expertise a imputé le problème aux malfaçons dans la réparation d'une partie de la toiture à l'initiative donc de monsieur P, le vendeur, antérieurement à la vente, 5 ans avant la vente. Ils ont assigné, vous voyez, encore on vous donne les éléments de procédure et on vous précise en réduction du prix sur le fondement de l'article 1645 du Code civil. Clairement, on vous donne le régime juridique, vous voyez, on vous aide au début de la résolution sur le terrain de la garantie des vices cachés. Mais on leur oppose qu'ils ont appris
que des désordres qui avaient affecté d'autres pavillons de la copropriété, que le syndicat a sollicité l'intervention de son propre assureur, qui lui a notifié sa décision de prendre en charge l'indemnisation de l'ensemble des sinistres, dont celui des époux. Concrètement, on voit la question un petit peu arriver, ils ont assigné en garantie des vices cachés, ici pour solliciter une réduction du prix. Néanmoins, les travaux, et là vous voyez c'est la qualification juridique, ont été réalisés non pas par le vendeur, action en garantie des vices cachés, mais ont été réalisés par un tiers, le syndicat des copropriétaires, et qui a fait visiblement appel par un entrepreneur. On vous pose la question, ces derniers sont scandalisés et vous interrogent sur le point de savoir s'ils peuvent maintenir leur demande avec une chance de succès. Bon, ici on se situe dans les cas pratiques de ces dernières années, on avait souvent des questions d'actualité. Là, clairement, il s'agit d'exposer d'abord le régime de manière assez succincte de la garantie des vices cachés, et ensuite d'insister sur la difficulté, à savoir la réparation par un tiers. Et là, c'était relativement facile. Il fallait se fonder sur un arrêt que l'on avait pu aborder d'ailleurs avec nos étudiants dans le cadre du bulletin mensuel d'actualité, Civil 3e 8 février 2023, qui reprenait exactement cette hypothèse-là, avec la particularité qu'il ne s'agissait pas cette fois d'un problème d'étanchéité, mais qu'il s'agissait, dans le cadre de cet arrêt de 2023, de la présence d'insectes xylophages. Donc je vous invite à aller lire cet arrêt, ça vous donne vraiment la réponse ici au cas pratique. Enfin, dernière question, qui était à mon sens la question la plus difficile, car elle nécessitait d'une réflexion, des connaissances vraiment poussées sur le fond en matière de copropriété et en matière de servitude pour tenter d'apporter une réponse. Et ici, même la résolution n'était vraiment pas évidente, et c'est aussi ce qui explique que cela soit sur 7 points. Alors, ici, on n'est plus dans le conflit, cette fois avec les vendeurs. On a monsieur et madame A qui sont confrontés à une difficulté, cette fois avec leurs voisins. Donc, voisins, déjà, on peut supposer que ce sont les voisins de la copropriété. Et si on revient précédemment, on nous précise que le jardin, dont ils ont la jouissance privative au terme de leur acte d'acquisition et du règlement de copropriété, donc ici on peut retenir déjà que certainement, même si on n'a pas les éléments, c'est que certainement tous les jardins de la copropriété font l'objet de ce régime juridique un petit peu spécifique, c'est une jouissance privative des jardins. Mais en réalité, les propriétaires des jardins, c'est, on va dire, la copropriété pour faire simple, et ce n'est pas visiblement les propriétaires, ce sont visiblement les jardins, pour faire simple, des parties communes avec un droit de jouissance privatif. On nous précise ensuite que le règlement de propriété prévoit que la partie de leur jardin qui longe la façade ouest de leur pavillon est grevée d'une servitude de passage. D'accord, donc là on a le régime de la copropriété et on vient ensuite ajouter le régime d'une servitude avec une servitude de passage, peut-être parce que le voisin, on ne le précise pas, est enclavé. Le vendeur les avait rassurés en leur indiquant que ses voisins n'utilisaient pas cette servitude, élément que l'on pourra utiliser dans le cadre de la discussion. En 2019, les époux ont implanté sur cette partie de leur jardin une piscine hors sol à l'usage de leurs petits-enfants. Dès lors, les voisins, les époudés, ont donc saisi le tribunal judiciaire d'une demande tendant à l'enlèvement du bassin et à la condamnation des époux, à des dommages et intérêts. On a la solution qui nous est donnée. Le tribunal vient de faire droit à leur demande en assortissant l'exécution du jugement d'une astreinte de 300 € par jour de retard. Il vous interroge sur l'opportunité de relever appel de ce jugement. Alors, on a plusieurs éléments ici, et on n'a pas forcément une réponse ferme et définitive à donner, dans la mesure ici où les qualifications en la matière peuvent faire l'objet d'une discussion. Dans l'énoncé, on nous précise très clairement qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle. On le sait qu'en matière de copropriété, il est tout à fait envisageable, depuis notamment un arrêt de 2004, qui admet une servitude dans le cadre d'une copropriété lorsqu'il s'agit de deux lots distincts. Or, ici, et voyez l'importance de la lecture du cas pratique, ici on peut discuter le fait qu'il y ait deux propriétaires distincts. Ce n'est pas certain cette question-là. En effet, si on s'attache à la jurisprudence notamment, elle considère que dans cette hypothèse-là, c'est notamment, je vous l'ai mis sous les yeux, c'est Civil 3e 21 mars 2001, c'est dans ce cas-là un seul propriétaire.
Et donc, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir, c'est une des conditions pour une servitude, il faut deux propriétaires distincts. Article 682 pour la servitude de passage, article 637 qui exige deux propriétaires distincts. Et là maintenant, tout est question d'appréciation en la matière. Première appréciation, c'est de considérer, on va dire, l'appréciation un peu de surface, c'est de considérer ici que les jardins, en réalité, appartiennent à la copropriété. Ce sont des biens qui relèvent de la copropriété. Chaque copropriétaire a un droit d'usage et d'habitation en la matière. D'accord, hein, bon, on a ce droit d'usage et d'habitation, mais il ne pourrait pas y avoir de servitude. Donc dans ce cas-là, pas de difficulté, en effet, on pourrait contester l'existence même de la servitude devant les tribunaux, et dans ce cas-là, un appel serait particulièrement pertinent pour contester l'existence même de la servitude. Très bien. Néanmoins, ici, on n'a pas toutes les qualifications. Ensuite, on nous précise qu'il s'agit d'un droit d'usage et d'habitation. Est-ce qu'on pourrait aller sur le terrain du droit d'usage et d'habitation, puisque justement, ça permet aux époudés d'user de leurs biens, à envisager. Et là, on pourrait envisager même d'autres éléments. C'est est-ce que finalement, le droit d'usage ne porte pas sur cette partie où ils ont construit leur piscine. Et donc là, l'appel ne serait absolument pas pertinent, voire même ce serait considéré concrètement comme un empiètement. Et voyez que ce n'est ici qu'une question de qualification juridique de la situation. Est-ce que l'on a deux fonds distincts ou au contraire, est-ce que l'on a un seul fonds? Et dans ce cas-là, on n'a pas de servitude, mais quel est le régime juridique qui doit s'appliquer dans ce cas-là? Est-ce que ça va être le régime de la copropriété, le règlement de copropriété, droit d'usage et d'habitation, etc. À vous maintenant de déterminer le régime qu'il convenait d'appliquer. En conclusion de ce cas pratique, comme toujours, c'est un savant mélange pour réussir le cas pratique ENM entre d'un côté des connaissances, mais il s'agit de connaître les régimes juridiques, par exemple des servitudes, de la garantie des vices cachés, ou même sur la première question d'envisager le régime juridique des demandes en appel, de connaître ces régimes juridiques, mais surtout d'avoir de la méthode. Et d'avoir de la méthode dans la lecture du cas pratique pour réaliser une lecture d'un point de vue juridique et une lecture d'un point de vue factuel. Je vous remercie et vous souhaite à tous bon courage dans le cadre de votre préparation. Au revoir à tous.